Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour le deuxième focus de l'année 2024. Je vais vous présenter les invités de la team Benamata. On va commencer par l'habitué des lieux. Salut P5. Salut Fédé, salut Antoine, ciao les gars, écoutez, salut tout le monde évidemment aussi, très content les gars de vous retrouver, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur un petit podcast et comme d'habitude, toujours très content de venir parler de la Nostra Inter pour le meilleur et pour le pire, et en ce moment on a un peu de tout à dire, Bon, du coup, comme P5 nous a spoilé, c'est Antoine le deuxième invité. Salut à tous, très heureux d'être parmi vous. Donc du coup, aujourd'hui, on va revenir sur cette Super Copa qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Pour une première partie. En deuxième partie, on reviendra sur la petite polémique des pénaltys de l'Inter qui fait jaser chez nos rivaux qu'on ne citera pas. Et on finira sur l'habituel quiz, comme vous en avez pris l'habitude. Alors, comme dirait Karim, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Spotify, de vous abonner à la chaîne Spotify, à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que Karim, dès qu'il aura atteint la note de 4,8, fera l'objet d'un quiz spécial. C'est entre vos mains les amis, c'est entre vos mains. On attend que vous. Le questionnaire l'attend aussi. On va se venger. Alors, cette Super Copa 2023, du coup, alors malgré qu'elle se déroule en janvier, ça reste quand même la Super Copa 2023, non? Je crois Par que c'est rapport à la 2024, hein, parce que 2024. je crois que c'est l'année où elle apparaît, hein, mais j'avoue que je sais pas. Alors, j'ai regardé un peu dans le passé. Avant, la Super Copa se déroulait en septembre. Elle a eu lieu déjà en décembre. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé pour l'année. Bon, cette Super Copa, nouvelle formule, on dira, avec une demi-finale sur un match sec et une finale également sur match sec. Pas de prolongation, des tirs en but éventuellement en cas d'égalité. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi sur cette Super Copa? C'est la première formule à 4 équipes du coup. Donc on avait le champion d'Italie en titre, Naples, le vainqueur de la Copa, l'Inter, et le finaliste perdant de la Copa, la Fiorentina, et la Lazio, deuxième du championnat. Messieurs, vous en avez pensé quoi de cette Super Copa en Arabie Saoudite, la formule ce nouveau mix que la Ligue italienne nous a pondu. Je pense qu'avec ce nouveau mix, on a quand même eu le droit à, entre guillemets, une finale qui ressemble à l'ancien, parce qu'on a quand même eu le vainqueur de la Serie A contre le vainqueur de la Copa, ce qui est quand même un petit peu ironique. J'ai quand même trouvé que l'Inter a été très peu inquiété, entre guillemets, sans vouloir être trop arrogant. J'ai vu une Inter qui n'a pas été grandement mise en danger. Mais voilà. Je te laisse parler, P5. Écoute, c'est vrai que c'était un format inédit qui a beaucoup fait parler d'ailleurs et qui a beaucoup divisé parce que c'est vrai que dans un calendrier qui est déjà de plus en plus surchargé, tu vas rajouter des matchs qui plus est à des milliers de kilomètres de l'Italie, donc forcément la fatigue ça compte. Après, ça nous a pourquoi pas permis de découvrir des joueurs et pour pouvoir mettre en confiance certains, pas forcément que du côté de l'Inter et pour centrer du côté de Nerazzurri, forcément on peut être que satisfait parce qu'à partir du moment où tu pars jouer une compétition, personnellement je suis de l'école où il faut que tu la joues à fond et l'Inter la joue à fond pour conserver son titre pour la troisième fois, il faut le préciser. Et comme l'a dit Antoine, c'est vrai que l'Inter a plutôt été maître de son destin, que ce soit sur la demi contre la Lazio et sur la finale contre le Napoli, l'Inter qui a été supérieur à ses adversaires, même si ça n'a pas toujours été facile pour concrétiser des occasions. On a vu une Inter dans la continuité de ce début de saison, à savoir une Inter
j'ai envie de te dire, réaliste dans un sens, parce qu'elle a réussi à convertir certaines de ses opportunités, mais surtout une Inter sérieuse, notamment défensivement, puisque l'Inter sort encore de la compétition avec 2 clean sheets. Donc, beaucoup d'enseignements sur toute cette Supercopa. Et surtout, ce qu'il faut noter dans la réalité du club, c'est que tu ramènes un trophée, encore un, et surtout, bah, forcément des fonds. Parce qu'une victoire lors de ce genre de trophée, qui plus est en Arabie Saoudite, on sait très bien pourquoi c'est là-bas, bah, ça te permet de dégager pourquoi pas quelques millions qui peuvent être importants pour les bilans qui sont, on le sait, assez Mauvais. tendus, pour rester poli. C'est pas 8 13 millions, je millions? précise. Ah, 8. Vite, c'est ouais, quand, c'est 8, quand même beaucoup, 8 millions hein, pour jouer ouais, c'est 2 pas, matchs. c'est pas rien, tu vois. C'est pour ça que quand C'est on que voit 2 matchs. Hein. c'est pour ça que quand on voit qu'ils veulent pas jouer la compétition pour leur club, tu vois, il y en avait qui étaient pas très chauds. À partir du moment où tu y vas, joue là, quoi. Ah Ça ouais, te coûte surtout rien. qu'on parle de gagner 4 millions par match C'est ça, dans cette c'est ça. compétition et que c'est rajouté un trophée. Ouais, effectivement. Ouais, tu rajoutes un trophée, tu te fais, je vais pas dire un budget mercato, mais 8 millions, si tu dois un petit peu investir dans le mercato, bah, c'est une somme, je vais Tu pas peux dire qui mettre. tombe du ciel, mais qui peut, nous, dans notre cas, ça peut être vraiment, Ça peut faire un achat. ça te paye, je sais pas moi, une prime à la signature genre la prime à la signature de Thuram qui devait être pas loin de 5-6 millions cet été, ben, tu as été gagné un trophée, c'est de l'argent qu'au final tu récupères, quoi. Donc ouais, non, il y avait que du bénéfique à aller en Arabie Saoudite, déjà de 2 matchs, surtout le match contre la Lazio, parce que le 3-0 reflète pas trop non plus la physionomie du match. Tu mets 2-3 buts de plus. Je pense que on avait PM qui nous disait il voulait être à tout prix éliminé et qu'on allait leur mettre 6-0. Avec un peu plus de réalisme, on aurait pu en être pas loin. Mais c'est ça, 2 clean sheets, de l'argent qui rentre dans les caisses, un trophée de plus. Inzaghi qui est devenu l'homme de la Supercopa, je pense, parce que c'est son 5e trophée. 3 chez nous, 2 à la Lazio. Donc, côté Inter, il n'y a que du bénéfique pour cette Supercopa. Et Le seul, au-delà de ça, excuse-moi, je te coupe, mais la confiance, je pense que c'est le plus important. Mm. Parce que là, l'Inter aborde une seconde partie de saison qui va être décisive avec des mois de janvier, février qui vont être charnières avec le championnat, avec la Juve, évidemment, le mano à mano et la Ligue des Champions avec le Tico de Madrid, où tu as quand même un rang à assumer, étant donné que tu es finaliste en titre. Je pense que le fait de conserver un titre que tu as déjà depuis 2 ans avec la manière, ça ne peut que booster ton groupe à continuer à donner plus et à atteindre les objectifs fixés en début de saison. bah, puis je pense que d'avoir gagné un trophée, ça va leur donner l'envie d'en gagner d'autres. Donc, C'est ça. C'est contrairement, un avant-goût. C'est l'entrée avant le Ah, plat. exactement, l'appétit vient en mangeant. bah, les rivaux au niveau de la Serie A, ils peuvent toujours finir avec une saison blanche. Que nous, on sait, même si ce serait qu'une super copa, on sait que la saison, il y aura un trophée. On finira la saison avec un trophée. Et je pense que psychologiquement, pour les joueurs, revenir d'Arabie Saoudite avec le trophée, ça va leur donner encore plus faim d'aller chercher le Scudetto. C'est mon avis personnel, mais je pense Moi, que je pense pareil. la fin de trophée en amène d'autres. Oui, bien sûr. Après, voilà, il y a aussi des facteurs qu'il va falloir analyser et qui sont un peu extérieurs à tout ça, tu vois, qui sont indépendants de la volonté. Je parle notamment du critère physique, tu vois, parce que tu peux avoir toute l'envie du monde. Si à un moment donné, physiquement, ça lâche, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir regarder. Mais forcément, comme tu le dis, c'est que du positif. Tu ne pouvais pas faire plus positif que ça de toute façon, parce que même, je ne sais pas si on va en parler, mais même le turnover que j'ai trouvé intéressant, tu vois, avec des joueurs que Inzaghi n'a pas hésité à faire sortir assez tôt pour faire souffler. Je pense à Baled là, qui joue 60 minutes, je crois, sur l'un des 2 matchs. Euh, tu fais tourner tes 2 attaquants lors de la finale, ou lors de la demi-finale, pardon, à un quart d'heure, 20 minutes de la fin. Ouais, Voilà, 20 minutes sur la demi c'est ça. Cinq-dix et minutes en sur la finale, je finale, crois. tu sors Thuram et tu fais rentrer Alexis et et tellement Arnautovic. décrié Arnautovic et Alexis et finalement qui font
ils ont apporté leur touche à cette finale. Parce qu'ils ont quand même été intéressants dans le. Avant-dernière passe pour Alexis Sanchez sur le but, si je dis pas de bêtises. Et Arnautovic s'est comme bien bataillé et qui a été à 2 doigts de marquer contre Naples. Ça, Ouais, faut puis bien. même en finale, il est rentré, il s'est bien battu. On voyait qu'il y avait un bon état d'esprit. Donc, Inzaghi, ce qu'il a fait, c'est que même Astani qui est rentré, alors il rentre pour la demi. C'est ça, lui, il rentre pas. Je sais plus s'il rentre en finale ou pas, Astani. Mais Astani est Non, rentré. non, en finale, il le laisse parce que je crois qu'il a peur que ça finisse au penalty. Du coup, il garde à Cannes. Et j'avais même entendu dire que s'il y avait tir au but, il faisait rentrer Sensi juste avant pour le faire tirer. Donc, mais Aslani, contre la Lazio, il a pris ses responsabilités. Il a même mis une super frappe. Donc, je pense qu'il y a la Super Copa a permis à Inzaghi de laisser tout le monde concerné par l'enjeu. Alors, Ouais, je vais peut-être revenir sur un point par rapport à ça, c'est qu'il y a un joueur qui a pas du tout, qui pourtant est censé être un indiscutable de l'Inter, c'est Dumfries. Il était plus blessé normalement, hein, il me semble. Et on l'a pas vu une seule seconde. C'est un truc qui m'a surpris en fait. c'est vrai. Est-ce que Il ça n'a peut être pas une des, question de contrat? Je sais pas. J'ai l'impression que oui. il a pas des problèmes personnels parce que aujourd'hui, ils en parlaient encore que hier, il avait loupé l'entraînement, lui et Bastoni, et que il y avait eu un congé par le club. Donc, est-ce que Dumfries aurait pas peut-être des soucis dans sa famille ou quelque chose C'est à voir parce que comme on l'a dit, il y a ce fameux contrat qui prend bientôt fin. L'Inter qui veut éviter potentiellement un nouveau Skriniar. Bah, il demande 5 millions, lui, que le club lui donnera pas. Il prolonge à 4. Il y a la prolongation à 4 qui l'attend. Lui, il veut 5 et à 5, il n'y aura pas de prolongation. Donc, il sera, je Ça pense, va peut-être se faire avec une histoire de 4 millions plus bonus. je pense que s'il prolonge pas à 4 4, millions il 5 est plus vendu, il est bonus. vendu cet été. Ouais, en tout cas, s'il prolonge pas, c'est sûr à 100% qu'il sera vendu. Le club ne veut pas un nouveau Skriniar, entre guillemets, je pense. Mais du coup, peut-être des problèmes personnels pour Dumfries. Après, il est revenu de sa blessure. Il voulait peut-être le laisser bien revenir. Sachant qu'à part Quadrado, moi, ce que j'ai été étonné, c'est qu'il a pas fait rentrer Buchanan en demi. Le score, il était assuré. Ça aussi, Ça ça aurait peut-être m'a. été le moment de le lancer. En main qu'Inzaghi attend qu'on joue une équipe un peu plus faible mais ça va être compliqué là, avec tout ce qui s'enchaîne entre la Viola, la Juve, la Roma. L'Atlético. Là, c'est ça, ça va être compliqué de le lancer. Buchanan titulaire, je pense pas qu'on le verra tout de suite. Mais j'ai vu qu'il allait peut-être apparaître contre la Viola, justement. Après, c'est selon le Pas en résultat tant que du match. titulaire. Ouais, voilà. Si t'as un peu le même match qu'à l'aller et que le score y est plié, on va dire, à 20 minutes de la fin, je pense qu'il fera rentrer. De toute façon, c'est le meilleur contexte pour lancer un nouveau joueur. Quand tu as le match en main et que le score est établi. Et puis factuellement aussi, parce que là on parle de Dumfries et de Buchanan qu'on voit pas sur le terrain. N'oublions pas que le titulaire du coup actuel qui est Darmian, encore une fois, fait du très bon boulot sur le côté droit, mais physiquement il n'est pas invincible. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question de qui le remplace quand on a besoin de souffler. Tu vois, donc il faut élucider ce problème au plus vite parce que encore une fois, pour la continuité de la saison, c'est important de pouvoir compter sur 2 voire 3 jours à chaque poste pour éviter tout problème, quoi. Il avait commencé la saison à la place qu'a Pavard maintenant. Finalement, le remplaçant de Pavard, c'est devenu Bissek. Darmian, il est repassé à l'aile. Ouais, Bon, vu qu'il y a eu la blessure de Quadrado et que Dumfries devait souffler, car à un moment donné, Dumfries s'est blessé en même temps que Quadrado. Il y a un peu baladé partout, hein, Matteo Darmian. Ça, on va pas se il le est cacher. quasiment titulaire à tous les matchs. Et en plus, Donc, moi, je pense que. Après, là, ce qui va se passer, c'est que bon, Dumfries, je pense qu'à un moment, il va revenir. Donc, il y a un moment, Darmian, il va quand même pouvoir souffler un petit peu. Parce que ces joueurs couteau suisse, c'est bien, mais il faut surtout pas les perdre sur une blessure ou sur quelque chose. Parce que lui, il peut rentrer partout, quoi. Il peut rentrer en défense, il peut rentrer les pistons des deux côtés. Donc, ouais, non, faudrait. Mais je pense qu'Inzaghi,
il y a pas trop de, moi j'ai pas trop de soucis avec ça. C'est qu'il sait quand même gérer son effectif. Et je pense qu'il a appris de ces années, de ces précédentes années, où la première année, il a mal géré son effectif, mais vu ce qu'il y avait sur le banc, c'était quand même compliqué de sortir les titulaires. Il fait quand même tourner. Donc, puis je pense que lui aussi, il sait que s'il veut une saison réussie, il faut qu'il évite au maximum les blessures. Il faut que tout le monde ait du temps de jeu pour être concerné. Donc voilà. Mais du coup, c'est le super copain, on aura quasiment du tout le monde. C'est vrai. Par Klaassen qu'on n'a pas vu. Oui, Klaassen, on ne l'a pas vu. Sensi, Et comment il s'appelle? Odero. Ouais, voilà, si on chipote DJ Naro et Odero, on les a pas vus non plus. Mais bon, et j'avoue. Sensi était, il est déjà dans la salle d'embarquement pour Leicester. Donc, mais à part Klaassen, ouais, c'est vrai qu'on aura on aura vu tout l'effectif. Bah, après, tu as quelques jeunes aussi qui étaient là. Je pense au jeune Stankovic, qui Alexander. petit à petit, ouais, gratte petit à petit quelques convocations. Tu as aussi le petit Stabilé derrière, qui est un jeune de la Primavera qui a l'air de donner satisfaction. Je suis pas le plus grand suiveur des jeunes, pour être honnête. Je crois que c'était les deux seuls qui étaient avec nous, enfin avec nous, avec le groupe pro. Mais parce qu'il faut noter surtout que c'est deux défenseurs. Donc est-ce que c'est pas aussi un indicateur par rapport au futur? Peut-être. Allez, le fils Stankovic et les défenseurs aussi, Stabilé, ouais, je sais que lui, je Ouais. pensais qu'il était Bah, plus milieu de terrain. il en a Et deux. il est Enfin, milieu défensif, ouais. défenseur. Il fait les En deux. fait, il y a le fils gardien, c'est le grand, je crois, et le deuxième, C'est Philippe. Alexandar. Ouais, Philippe est gardien, il est prêté là, à la Samp. Et Alexandar est lui, plus, comme disait Antoine, milieu défensif, défenseur, tu vois. Un peu, bon, c'est pas du tout le même profil, mais tu vois, dans le style Fabinho, tu vois, qui peut jouer devant Ouais. la défense, il peut jouer dans la défense, il peut même dépanner, je crois, à droite s'il y a besoin. Et voilà, c'est un profil différent, évidemment. Mais je pense que les jeunes d'aller gagner des trophées comme ça, de vivre Bien dans le sûr. groupe comme ça ça va leur apporter du plus. Encore une fois, ça peut pas être négatif. Donc du coup, cette super Copa, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va vous rappeler les scores. Une victoire en demi 3-0 contre la Lazio. Une finale contre Naples, gagnée 1-0 au bout du temps additionnel sur un but du capitaine. Donc premier trophée en tant que capitaine de Lautaro. Mais je pense que même pour lui, ça a dû lui apporter quelque chose. Lautaro, on voit, il y a une mentalité de gagnant, de guerrier. Et Il m'impressionne lui parce que chaque saison il est plus fort qu'avant en fait. il prend un gap tous les ans. C'est moins flagrant que certains qui explosent tout de suite, mais c'est beaucoup plus régulier. C'est Tous ça en les ans, fait. il prend le petit truc, il prend le petit gain qui l'améliore par rapport à la saison Même d'avant. si tu regardes que les chiffres, chaque saison il plante plus que la saison d'avant en Serie A. C'est C'est incroyable quand même. Ouais. C'est tous les ans. Et puis, au final, lui qui a été le compagnon de Lukaku, c'est devenu le leader d'attaque. Ah, il a pris une autre dimension hein, avec le Et, départ de et, Lukaku, et tout ça. lui et Marcus Thuram, ils sont faits pour jouer ensemble. Mais j'ai envie de dire, Lautaro, c'est un attaquant qui est très, comment dire, qui s'adapte très facilement parce que ça soit avec Lukaku, il s'est direct adapté à l'époque. Avec Dzeko, c'était moins flagrant, mais il y avait comme plutôt une bonne complicité. Mais le profil de Thuram, c'est peut-être le profil. Ils ont vraiment deux profils différents, mais ils sont Et avec Thuram, c'est excellent. Et même lors de son premier passage aussi pour Alexis Sanchez, il y avait eu quelques matchs où ce duo fonctionnait bien. Donc il y a vraiment une très bonne adaptabilité, Lautaro. Et ça, c'est aussi un très gros point fort. Le problème, c'est qu'on n'a plus le Alexis Sanchez du premier passage. Le problème, c'est que c'est plus le même Alexis Sanchez, ça c'est clair. La saison à Marseille, je sais pas si elle l'a cramé ou. Mais moi, j'avais quand même. Je me disais, il a quand même il avait marqué 16 buts, 16-17 buts avec Marseille. Donc je me disais, bon, Il a fait une c'est vraie quand saison. même ses buts. Entre sa saison de l'OM et sa saison. Après, peut-être que la deuxième partie de saison, il va nous faire changer. Déjà, j'ai vu un changement de mentalité aussi, lui. Ses dernières entrées, elles ont été différentes de ses entrées de fin 2023. Peut-être qu'il a enfin compris qu'il était un joker et
et qu'il fallait. Alexis Sanchez, il est peut-être encore dans l'idée de prendre la place de Thuram. Et là, il a enfin compris que c'était voilà, c'était la paire de remplaçants. Parce qu'il avait fait des entrées en première partie de saison. On se demandait s'il était là, quoi. Et en fait, Alexis Sanchez, je trouve que depuis son retour, il est meilleur quand il joue, pas forcément dans les deux de devant, mais dans ces fins de match où Inzaghi passe à 3 attaquants et qu'il est vraiment un petit peu plus en retrait. C'est une position qui lui va mieux, je trouve. Une sorte de numéro 10 comme ça, un peu. Ouais, bah, ces fins de match comme ça où il est rentré dernièrement, on était dans un système un peu un 4-3-1-2, ce rôle un peu d'électron vraiment libre. De trequartista, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un rôle qui a l'air de lui Mais convenir mieux. c'est un joueur qui aime bien toucher le ballon quand même. Oui. Les touches de balle, tu les sens quand même. Ouais. Après, pour revenir, moi, sur le sujet, honnêtement, c'est dur aujourd'hui de dire, tu vois, comme tu dis, Fédé, que tu sens qu'il y a un changement un peu de mentalité. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu pour faire le constat, surtout que, comme on dit, on est aussi avec cette Super Copa sur un format un peu différent, format évidemment de coupe, comme le disait Antoine, avec seulement 2 matchs. Donc en fait, la victoire, elle est proche, tu vois. Au moment où tu arrives en Arabie Saoudite, tu dis que tu as 2 matchs de gagner directement le trophée. Donc, tu vois, il y a aussi l'excitation de remporter un nouveau trophée. Et on sait, on peut critiquer Alexis Sanchez sur quelques points, mais là, on peut pas le critiquer, c'est que c'est un gagnant. Lui, pour le coup, c'est un vrai gagnant. Et que forcément, le but d'aller chercher un trophée, tu vois, il peut se mettre au diapason pour l'équipe. Moi, j'ai envie de revoir en championnat, où c'est là où on l'attend notamment sur les matchs un peu plus évident sur le papier face à des équipes un peu moins huppées. C'est là en fait où on l'attend pour pouvoir suppléer Lautaro parce que aujourd'hui, c'est pas ces entrées pour moi qui vont me faire dire à l'heure actuelle qu'il est une solution viable pour remplacer Lautaro, ce qui doit être le cas et ce qui n'est en aucun cas. Parce que logiquement, Thuram sort, Arnautovic rentre, Lautaro sort, Sanchez rentre. Ouais, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que Sanchez, il peut pas rentrer il peut pas rentrer à la place de Lautaro et faire je vais pas dire faire du Lautaro, C'est pas le mais même joueur. apporter le système à 2 attaquants devant, ça ira pas. Et à la limite, repasser à 4 derrière, parce que Inzaghi, c'est la première fois qu'il repasse à 4 avec l'entrée de Sanchez. Donc, Ah, il l'a fait 2-3 fois ces derniers temps. ouais, mais là, ça a vraiment été flagrant, là, parce que là, il a vraiment sorti un piston et. L'Elas aussi, il l'a fait, non? Je sais Ouais, mais plus. Mais je sais ouais, que sur ces derniers temps, j'ai parce que l'impression qu'il l'a fait 2-3 fois. ouais, moi, je suis moins. Non, je le voyais plus garder son système avec les 3 défenseurs, tout ça, et il rentrait vraiment en deuxième attaquant. Mais là, moi, quand il a sorti Thuram, mais il a rentré Arnautovic, Sanchez, et je sais plus pour qui c'est qui sort Il en même sort temps un que Thuram. piston, je crois. Et il Il sort sort pas Darmian, non? Darmian, non? Darmian, c'est possible. Oui, il sort Darmian, du coup. Non, il sort Di Marco, je pense. Parce Ouais, il que sort Di Marco et c'est Carlos Augusto qui récupère Ouais, le. Carlos Carlos Augusto, Augusto, Darmian en C'est ça, latéraux. c'est ça. Les il deux était latéraux rentré, aussi. parce qu'il était rentré dans la défense à 3 quand il est rentré, Carlos Augusto. Donc c'est vraiment, là, ça a vraiment été flagrant qu'il est repassé à 4 derrière. Ouais, là, c'était bien flagrant pour le coup. Du coup, si Inzaghi a peut-être trouvé la solution pour pour l'utiliser au maximum de son rendement, pourquoi pas? Donc des fois, il sortira peut-être, il laissera Thuram, Arnautovic et il sortira Lautaro. Ouais, c'est une option. Ah, après, en deuxième attaquant, il peut toujours faire rentrer Classel ou monter Mkhitaryan. Ah, Vu qu'il a, vu mais qu'il tu a. vois, Ah, vas-y. le problème, excuse-moi, le problème dans ce que tu dis, mais c'est pas le problème venant de toi, mais c'est qu'on est obligé aujourd'hui de faire du bricolage. Et Ouais, c'est c'est ça ce le que j'allais souci. dire. C'est ça le souci. Aujourd'hui, regarde, tu es en train de nous expliquer à juste titre comment on pourrait essayer d'optimiser le rendement d'attaquants qui sont censés être de solutions viables pour éviter qu'on soit sur un malus. Et le problème, il est là. Quand tu es un club qui veut jouer sur plusieurs tableaux, aller chercher des titres, à un moment donné, tu peux pas faire de concessions comme ça. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir corriger dès l'été prochain, notamment parce que tu es obligé de te projeter déjà un minimum, même si évidemment, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a déjà quelques pistes qui sont très bien établies selon certaines sources. Dont une qui te plaît Ouais. énormément.
effectivement. Mais moi, le problème de Sanchez, c'est même pas Sanchez en lui-même le problème. Le problème, c'était que c'était pas Sanchez qu'il fallait prendre. Si on voulait quelqu'un, si on voulait un remplaçant, un Thuram, Arnautovic, ok, c'est un peu, je vais pas dire c'est un peu le même joueur, mais c'est quand même un joueur de grande taille. Mais il C'est peut pas attaquer la profondeur contrairement à Thuram, voilà. Mais c'est un qui est un profil. élément important quand même. C'est une attaque, tu as un joueur de grande taille et un joueur plus petit qui tourne autour. Donc, Thuram Arnautovic, en remplaçant, il aurait peut-être fallu prendre Muriel, mais c'était pareil. Muriel, il fallait sortir une indemnité de transfert. Et On sait après, très bien qu'au final, attention les amis, hein. Attention à bien aussi se rappeler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile, et moi le premier de critiquer l'arrivée de Sanchez à juste titre, mais n'oublions pas le contexte à l'époque quand il arrive. Je vous On rappelle avait que que dalle. c'est un échange inespéré, enfin pas un échange, mais disons que c'est une transaction donnant-donnant, on va dire ça comme ça, inespérée pour faire sortir Correa. N'oublions pas ça les gars. Faut pas oublier ça, qu'à l'époque, n'oublions pas que personne. Correa risque de revenir cet été en plus. Ça, c'est autre Ouais. chose. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Alexis Sanchez, avec le recul, maintenant qu'on a, c'est facile, les retours des matchs, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais qu'à l'époque, est-ce qu'on avait forcément le choix? Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce choix-là, il faut l'assumer. Bah, Moi, Mais en aujourd'hui, je ne vais fait, pas dire qu'Alexis Sanchez n'est pas une mauvaise recrue, non. C'est juste qu'il est mal utilisé et que peut-être ça a été une mauvaise lecture. Mais de là à dire que c'était pas le bon gars, c'est trop facile, entre guillemets, selon moi. je je sais pense même pas si c'est une qu'on question aurait de eu les bon filles. gars ou pas. Parce Ouais, que lors de son premier passage, ça s'est bien passé, quoi. Plutôt. moi, je pense qu'on aurait eu les finances pour acheter qui on voulait. On n'aurait pas revu Sanchez. Oui, Ça, c'est bien sûr. C'est bien ce que tu expliques, c'est que c'était Correa. Si c'était pas Sanchez, c'était Correa l'autre attaquant. Donc Correa, qu'est-ce qu'il aurait fait en cette première partie de saison? Personne ne sait. Je sais même pas s'il joue à Marseille. Pour le peu de fois que j'ai vu l'OM jouer, j'ai Alors, moi, je suis essayé. quelques matchs. Il joue un petit peu au début, forcément. Là, il joue un peu moins. Et surtout, au vu des réactions des supporters marseillais, il fait pas l'unanimité. On va dire ça comme ça, pour être très Je poli. sais même pas s'il y a 2 buts et 2 passes D. Moi, donc c'est l'apport, il est pas. Il y a pas. On parle d'un mec qui est censé avoir des stats quand même offensives, quoi. Il faut pas se limiter qu'à ça. Ouais, il y a de grandes chances que Marseille lève pas. Ils lèveront pas. Son achat et donc on va revoir l'ami Joaquin. Il a pas marqué, pas décisif cette saison. Désolé, je précise, pas décisif. Toute compétition confondue, il a pas marqué, pas une passe D, rien. Vous vous rendez compte, c'est censé être un attaquant, un joueur offensif, je ne sais pas trop ce qu'on va me dire, mais c'est honteux quand même, hein, cette stat. On pourrait faire un historique des flops recrues de l'Inter. Il va avoir une belle place. Vu le prix. Ouais, pourtant, sa première entrée. Ah, sa première entrée, c'est 2 buts en 9 minutes. Ouais, je m'en souviens. C'était au Hellas Vérone. Ouais, on perdait un 2-1, un truc comme ça, il rentre, Ouais. on gagne 3-2. Elle est vraiment, sa première saison de Joaquin, elle est paradoxale parce qu'il met 6 buts, mais en 3 doublés. Et 3 matchs où il rentre contre le Hellas, il met un doublé. Il y a un autre match, c'est contre l'Udinese, on est nul pendant quasiment 70 minutes de jeu. Même lui, il était catastrophique, hein. Il était 2 nul, buts, et il remet 2 buts, et ils viennent de nulle part. son dernier doublé, c'est le dernier match de la saison contre la Samp. Il est pas ouf, mais il met encore 2 buts. Donc en fait, il a été décisif 3 matchs sur la saison. Donc c'est le. Bon, il n'y a plus personne qui en veut, lui. De toute façon, s'il est encore un de Ce ses. sera l'Arabie Saoudite ou la MLS. Après. Bah, le problème, c'est est-ce qu'il va pouvoir y aller maintenant? Parce qu'il y a encore ce contrat, je pense. Il doit. À moins que c'est sa dernière année de contrat à la Mi-Coréa, parce qu'il est signé 3 ans et demi, je crois. 3 ans, 4 ans plein, je 4 crois. ans. 4 ans Ouais, plein. donc dernière saison. Je pense qu'on ne va pas le prolonger. Et ouais, il repartira peut-être en Argentine. Hein. C'est peut-être. Mais bon. Bon, bah, on a fait le tour de la Super Copa. On a parlé de la Mi-Coréa. On va sûrement revoir cet été à Appiano Gentile en train de nous faire cuire de belles entrecôtes. On va revenir sur le sujet des pénaltys parce que, bon, je pense que
comme nous tous sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a un petit débat. Est-ce que l'Inter a trop de pénaltys? Est-ce que les adversaires en ont pas assez? Mm. Donc, vous en pensez quoi, vous, de ce débat sur les pénaltys? Bon, après, moi, tout ce qui est réseaux sociaux qui vient des Milanais, des supporters de la Juve avec les pénaltys. Il y a 2 ans, c'est eux qui en avaient il y a 2 ans, c'est les Milanais qui en avaient le plus. La Juve, sur ces périodes où ils ont gagné les 9 titres, il y a eu beaucoup de pénaltys aussi qui étaient sujets à, on va dire, à polémique. Moi, j'ai un petit avis sur les pénaltys. Vu qu'on est l'équipe la plus offensive, on passe le plus clair de notre temps dans la partie de terrain adverse. On est plus sensible à avoir des pénaltys vu qu'on est dans la surface adverse que des équipes qui passent Leur temps dans leur temps en défense. Parce que un penalty, le joueur est touché dans la surface. Une fois sur deux, il y a péno. Parce que le défenseur, soit il accroche ou on est une équipe qui joue beaucoup avec les pistons, donc ça fait qu'il y a des centres qui arrivent des deux côtés. Une main d'un défenseur, une frappe contrée, ça arrive toujours. Donc moi, je trouve que c'est un débat inutile. Bah, c'est pas un débat inutile, mais c'est un faux débat en fait. Quand on est l'équipe la plus offensive, je trouve que c'est logique qu'on est l'équipe qui obtenons le plus de pénaux. Je pense que tu as dit ce que je pensais, littéralement. Plus tu passes de temps dans la surface adverse, bah, plus tu obtiens de penalty. C'est ce qui me paraît le plus logique. Après, j'ai pas tous les penalties en tête, parce qu'on en a eu combien exactement? 9? Je sais plus. Je les ai pas tous en tête forcément. Peut-être qu'il y en a un où tu peux te dire, bon, à la limite, c'est un peu sévère. Mais si je regarde tous les penalties dans l'intégralité de la Serie A, il n'y a pas que sur l'Inter où tu peux dire qu'il y en a un que c'est sévère, quoi. Moi, de mon côté, alors, les débats sur les réseaux, voilà, encore une fois, chacun a son avis, qu'il soit supporter de l'Inter ou pas. Ça, encore une fois, chacun se fait son interprétation. Et justement, chacun se fait son interprétation, c'est aussi celle de l'arbitre. Et oui, sur certaines situations, moi le premier, parce que étant donné que je commente, etc., c'est vrai qu'il y en a sur le direct où je ne suis pas forcément d'accord, ou au contraire, certaines situations, que ce soit pour l'Inter ou autre, que j'aurais sifflé. Mais encore une fois, voilà, l'arbitrage, c'est une question d'interprétation. Et ce qui serait très intéressant pour ouvrir la parenthèse, vous savez que j'insiste beaucoup dessus, notamment sur Team Serie A, ce serait que les arbitres viennent s'expliquer sur les décisions qu'ils ont prises afin de nous faire fermer nos clapets à tous, tu vois. Parce qu'on est d'accord ou pas, si le mec applique une règle du règlement, tout simplement, on est là et on la ferme. Mais voilà, il ne faut pas oublier que à la base, un arbitre, c'est sujet à des interprétations qui sont subjectives et qui peuvent varier d'un à l'autre. Après, pour revenir sur la densité, moi personnellement, voilà, ça ne me dérange pas de le dire, il y a certains pénaltys que je comprends pas et dans l'autre sens que j'aurais sifflé contre l'Inter. Mais après, voilà, c'est le jeu d'une saison. Comme je le répète souvent également, toutes les équipes dans l'histoire ont bénéficié ou enfin, on n'a pas sifflé les pénaltys contre eux alors qu'on aurait dû, je pense, selon la règle, ça fait partie du jeu. Après, moi, ce qui me dérange surtout dans certains discours, en fait, c'est que beaucoup se cachent derrière cet arbitrage pour, comment dire, pour remettre en cause, on va dire, la supériorité de l'Inter. Mais quand tu reprends le déroulé des matchs, enfin, l'Inter ne gagne pas sur ses pénaltys. Alors oui, un penalty va conditionner un match, certaines décisions vont conditionner un match, je suis d'accord. Mais avec le meilleur exemple qui est pour moi le match contre le Hellas, où oui, c'est vrai que le penalty donné à l'Inter, il est discutable, mais factuellement, le Hellas derrière a l'occasion de revenir. Et ça, tu vois, tu peux pas l'amputer à l'Inter. Et en fait, c'est là où moi j'aimerais vraiment appuyer, c'est oui, l'Inter a beaucoup de penalty, mais l'Inter n'a pas besoin de ça pour gagner. Et elle l'a déjà montré en mettant des scores fleuves, en étant dominateur sur la plupart de ses matchs, même si dominer n'est pas gagné, tu vois quand même que l'Inter est au-dessus de la plupart des équipes de Serie A, notamment, sans parler de la Coupe d'Europe. Donc tout ça pour te dire que, encore une fois, le débat, il a le droit d'exister, il se doit d'exister parce que oui, quand tu regardes les stats, il y a beaucoup de pénaltys qui sont à l'avantage de l'Inter. Après, attention à ne pas faire une mauvaise lecture
et à surtout ne pas la déformer en disant que l'Inter dépense ses pénaltys pour gagner. Non, pas du tout. Ça reste une variable parmi tant d'autres dans cette saison de l'Inter qui est parmi les meilleures équipes de Serie A, voire même, on pourrait dire, d'Europe. Et justement, ton exemple du Hellas Vérone, c'est un bon exemple. Si le Hellas Vérone met son penalty, il y a 2-2, ça fait pas polémique du week-end. On en parle quand même, t'en parles quand même, mais c'est pas pareil. Ouais, voilà. pas On en pareil. parlerait beaucoup moins. Bien ça, sûr, c'est sûr. pas de la Il y même a eu- façon, c'est surtout ça, pas de la même façon. Mais non, mais c'est l'exemple. Parce que ce penalty-là, moi, j'ai vu des fautes pour des adversaires, des fautes bien plus graves. Il n'y a pas eu de penalty et on n'a pas passé notre week-end à en débattre et en. Donc, à un moment, c'est tout. Et l'arbitre, ça reste un être humain. C'est comme tu dis, c'est une interprétation. Tous les arbitres ne sont pas les mêmes êtres humains. Donc, s'il y en a un, des fois, pour lui, ben, ça va paraître léger, il va pas siffler, tandis qu'un autre, ben, pour lui, c'est penalty. Après, il y a des arbitres qui donnent toujours plus de penalty que d'autres, plus de cartons jaunes, plus de cartons rouges. On peut pas se mettre à la place de l'humain qui décide. Sinon, on fait tout arbitrer par des caméras et le foot aurait pu. Il reste, il y a toujours cette part de l'incertitude. Moi, je me souviens du penalty contre la Viola, D'Ambrosio. voilà, c'est ça. La faute de poitrine. Mais il y en a eu plein. Il y a l'histoire du genou de Pjanic, il y a le penalty je sais plus, Perisic Quadrado, le penalty de Denzel dans un derby peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois que c'était avec Dybala encore. Si tu passes on peut. Sinon, on va disséquer pendant 3 jours tous les actions litigieuses des matchs. Mais c'est tout, c'est fini. Le match, il est sifflé. On peut faire ce qu'on veut, on peut en parler autant qu'on veut. On passe au match d'après. Sinon, en 98, il y a encore l'histoire Ronaldo-Guiano. Il y avait penalty, il n'y avait pas penalty. Mais au-delà de ça, Fédé, je comprends où tu veux en venir, mais pour moi, l'angle, il est même pas là. Et tu le mets un peu en lumière avec tous les exemples que tu as cités. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que comme l'Inter est devant, et justement, elle attise beaucoup plus de remises en question, de critiques, tu vois, le but étant de la déstabiliser. Encore une fois, ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Mais le problème avec ces erreurs-là, pour moi, il n'est pas lié à l'Inter. Pour moi, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder. Parce qu'il t'a beaucoup. J'ai pas envie de dire d'erreur, parce qu'encore une fois, on parle de subjectivité, mais tu as beaucoup de décisions litigieuses dans la plupart des matchs de Serie A. Et pour moi, le problème, il est là. Parce que là, on parle de l'angle Inter, mais il faut pour moi regarder de l'autre côté. Et il y a aussi la question arbitrale qui doit se poser. Parce que tu as des arbitres, pour moi, qui cette saison, je me permets de dire qu'à mon humble avis, de simples suiveurs, ils ne sont pas forcément au niveau. Ah bah, Ça ils date pas forcément au niveau saison. pour. les trois moi, je grosses précise. erreurs VAR, elles Et je viennent pré- du même arbitre. Et je Les trois précise. grosses erreurs VAR et tous favorables. Une fois pour l'Inter, une fois elle a été favorable à Milan et une fois elle a été favorable à la Juve. Et c'est pour ça que je précise pour les auditeurs, parce que peut-être il y en a qui supportent pas l'Inter, qui supportent peut-être des clubs ennemis et qui vont penser que notre but c'est que de défendre l'Inter. Pas du tout. Moi, encore une fois, j'assume le fait qu'il y a eu des erreurs, des décisions très litigieuses d'arbitre pour et contre l'Inter. J'ai illustré notamment, bon, mais c'est différent, le match face au Hellas Vérone. Je te reprends un autre exemple, et je crois que c'était sur ce match-là, non, c'était contre le Lecce, où moi, personnellement, pour ceux qui se rappelleront de l'action, n'hésitez pas à aller voir de toute façon sur le résumé sur Internet, le penalty non donné à Lecce avec cette main de Carlos Augusto, moi personnellement, je te le dis, je ne l'ai pas compris. Tout ça pour encore une fois illustrer le fait que le problème, c'est pas ce que tu donnes ou pas à l'Inter, le problème c'est ce que tu donnes ou pas en général tout court. C'est ton interprétation qui pour moi laisse beaucoup beaucoup à désirer. Après voilà, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est pour bien remettre les barres sur l'été, à savoir que l'arbitrage en Italie aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. C'est un énorme point d'interrogation. Et je pense que même la VAR, elle sait pas bien être utilisée. C'est trop flou. On ne sait pas quand on peut appeler la VAR. Enfin, il y a plein de choses sur la VAR qui sont encore très floues. C'est pour ça qu'il faut pas se tromper de débat. Encore une fois, nous, on est là pour donner les faits et il ne faut pas se tromper de débat. Enfin, après, libre à chacun, encore une fois, de penser. S'il y en a qui pensent que l'Inter est favorisé par l'arbitrage, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pas moi qui vais vous faire changer d'avis. Mais je vous invite à vous asseoir, à réfléchir 2 secondes, à analyser la situation dans son ensemble
et à vous remettre en question quant à votre avis. Mais le truc, c'est que moi, ce que je trouve pas logique, donc si l'Inter est une équipe très offensive, elle bénéficie de penalty, ok, dans ma logique, c'est logique en fait. On passe du temps dans la surface adverse, tout ça. On a des situations qui peuvent amener à des penalties, ok. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des supporters de certaines équipes qui ont un jeu défensif, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus en défense qu'ils subissent, et eux, ils n'ont pas de penalty contre eux. Donc le raisonnement, il va dans les deux sens. Tu as une équipe défensive, mais tu n'as pas de penalty contre toi. Alors que nous, on a une équipe offensive et on a des penalties pour nous. Donc à un moment, c'est regarder. En fait, ouais, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Parce que il y a on est 2 tous ans, d'accord Milan, sur il est ça. champion. Il y a 2 ans, Milan, il est champion. C'est l'équipe qui a eu le plus de penalties dans la saison. Mais c'est Mais peut-être c'est parce pour que ça, c'est l'équipe qui a attaqué. franchement, Et Fédé, on va dire les termes. Depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais ce débat-là, il est chiant. n'existe On l'a pas, c'est chaque un faux année. débat. On l'a chaque année. Chaque année, on a le même débat, quasiment. Bon, allez, j'abuse. Chaque année, on a le même débat. Alors oui, peut-être que les proportions aujourd'hui sont un peu plus grosses, parce que c'est vrai que dans les stats, dans les faits, tu vois quand même qu'il y en a un peu plus cette saison qui pose question. Mais après, à un moment donné, enfin, je sais pas, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Inter ne mérite pas ses victoires sur le terrain et qu'il faut tout remettre en cause. Les gars, faut pas se tromper. Encore une fois, faut pas se tromper de débat. Il faut pas se tromper de débat. Et Mais, c'est ce que tu disais contre Lecce. Si siffle penalty contre Carlos Augusto, moi je trouve pas qu'il y ait vol. Mais c'est pas nous supporters qui avons décidé de pas siffler le penalty, c'est l'arbitre. C'est ça que moi des fois il y a des penalties contre certaines équipes ils sont pas sifflés, bah c'est tout, ils sont pas sifflés et puis voilà, le match continue et puis voilà, tout en ramener au penalty, ça devient lourd en fait. C'est regarder, je sais pas moi, les gens, ils ont pas la question de se dire, ils ont marqué 40 ou 45 buts, ils ont une moyenne de 2 buts par match, ils ont pas marqué 45 pénaltys. C'est des règles trop floues, en fait. Il y a au penalty, pourquoi on siffle pas. Bah, je pense que ça la change VAR, très souvent. l'arbitre qui vienne s'expliquer, je pense que ce serait la meilleure décision. Le mec vient s'expliquer, il met les points sur le i. D'accord, pas d'accord. Si le mec vient et a une justification plausible, on peut que accepter parce que il nous aura donné sa subjectivité, son interprétation à lui. Si elle est cordée avec les règles, on peut pas nier. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une page sur X, une page italienne, Denis Arbitre. Ça doit être. Oui, les erreurs arbitrales, ouais. Ouais, je la connais. Généralement, on parlait encore la semaine dernière, j'ai vu le penalty contre la Lazio, tout ça. Ben lui, il a trouvé un autre angle où effectivement Lautaro, il touche même pas le pied de Pedro que soi-disant il aurait écrasé. Donc après, si les gars de la VAR ils proposent pas le bon point de vue aux arbitres, je pense que ça aussi, ça doit inciter certaines erreurs. Ils ont des caméras, il y a je sais pas combien de caméras dans les stades. Le temps que l'arbitre il finisse l'action, ils ont le temps de lui sortir la bonne image. Les gars, ils sont 3 ou 4. Il y a un moment, ils ont tous les angles de vue possibles. Donc, moi, je trouve que la VAR, censée apporter. Ça déplace le débat. Ben, c'est toujours l'arbitre qui a la décision finale. Mais je pense que il y aura toujours des débats. La VAR, elle devrait directement, automatiquement proposer à l'arbitre le point de vue. Pour eux, si eux, ils sont pour qu'il y ait penalty, leur mettre le point de vue qui justifie pourquoi. Mais de toute façon, maintenant, les joueurs, ils peuvent plus fêter leur but parce qu'il y a peut-être un hors-jeu de 3 mm ou de 4 C'est ça. mm. Les règles changent d'une année à l'autre. Que ce soit les hors-jeux, les mains. C'est des trucs à prendre en compte aussi. Donc, mais voilà, on voulait en revenir sur ce. Moi, j'appelle ça un faux débat parce que quand on attaque, on se retrouve en situation de frappe, de possession dans la surface adverse et une main, un tacle, une touchette, ben, ça peut vite arriver sur un penalty. Bon ben messieurs, après avoir débattu du premier titre de la saison,
du faux débat sur les pénaltys, on va faire le petit quiz. Attention. Alors, ça va être un quiz super copa aujourd'hui. Comme Karim m'a pas aidé, m'a laissé confiance pour le quiz, on va dire, je vous ai fait un petit quiz super copa. Donc, il y a 5 questions. Ah oui, Antoine, toi, c'est ton premier quiz. Donc, alors, il y aura une question mort subite. Donc, c'est-à-dire, bon, les auditeurs, ils connaissent la règle, mais tant qu'il y a toujours une réponse, ben, ça continue. Les points vont au dernier qui aura une réponse. Ouais. On aura 3 questions assez simples assez simples. Et on aura un où joue, Assez simple pour toi. qui je suis. Ou simple pour Fédé, ouais. Ouais. Alors la mort subite, 2 points. Le qui joue, suis-joue, il apportera 2 points aussi. Et les 3 questions apporteront 1 point. Bon, on va commencer. Donc, voilà, c'est une question au buzzer. Le premier qui répond a le point. Alors, l'Inter a gagné sa 8e Supercopa. Mais combien de finales a-t-elle joué depuis la création du trophée? Est-ce qu'on peut avoir la date de création du trophée ou pas? Alors, on en avait 180. parlé la dernière fois, je crois que c'est 88, la première version. Moi, je dirais 10. Donc 10 pour Antoine. 16. Et 16 pour... Donc, ben, le point va à Antoine parce que c'était 12 finales. Donc, les 8 Super Copa que nous avons gagnés et, et 4 finales perdues. Okay. Alors, question 2. Sur ces 4 finales perdues, quel adversaire nous a battu le plus de fois? Okay, donc ça veut dire forcément il y en a un 2 fois. La Lazio. Bon. Ben, Antoine, il y a la bonne réponse. Exactement, c'était 2 fois la Lazio. Je pense qu'on en a perdu une aussi contre Milan. Une contre la Roma, je pense, non? Et une contre la Roma, c'est bien ça. Bon, ben, P5, tu nous avais dit que les quiz, c'était pas... Non, là, ça fait 2-0. Bon, alors maintenant, il va falloir que tu te rattrapes. On va faire le qui suis-je, qui apportera 2 points. Bon, là, c'est au buzzer, hein, le premier qui répond. Je vais vous donner une liste de clubs d'un joueur. Dans l'ordre? Non, je vais pas vous les donner dans l'ordre. Ah. Et je vais vous donner quelques indices. Normalement, avec certains clubs et... Alors, je suis toujours en activité. J'ai été international moins de 15, moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 19, moins de 20, international espoir et international A. Et j'ai joué à Ascoli, Di Marco. Parma. C'est Di Marco. Ouais. C'est P5? Ouais, il a dit. Ouais, Ascoli. Donc en fait, il y avait dans l'ordre Inter, Ascoli, Empoli, Sion, Parma, et là, c'est retour à l'Inter. Donc 2 points. 2-2 du coup. 2-2. Vu que c'est 2 points. Enterre jamais un vieux sage. Alors, la 3e question, c'est une question à 1 point, c'est le plus rapide qui répond. En quelle année l'Inter a gagné sa première Supercopa? 89. Bien. Donc 3-2 pour Antoine. Ça, c'est fort, hein. J'ai dit au C'est pif. fort, Antoine. Non, fallait pas le dire ça. Fallait que tu fasses le mec confiant. Là. Bon, ben, de toute façon, il reste une question, c'est une mort subite. Celui qui gagne. Et celui-là qui gagne remporte le quiz. Alors, je prends ma petite liste. Alors, donc du coup, c'est Antoine qui mène au point, c'est P5 qui va commencer. Alors, pour 2 points,
Alors, vous allez me citer chacun votre tour les joueurs qui ont joué à l'Inter ou qui jouent à l'Inter de nationalité française. Ah ouais? Ok. Eh ben, Allez, écoute, Pavard, Antoine, Thuram, et 5. Geoffrey Kondogbia. Antoine, Jonathan Biabiani. et 5. Juste pour être sûr, est-ce qu'on parle des joueurs qu'on jouait avec, enfin, qu'on choisit la sélection française ou s'il y a des mecs qui étaient français à l'époque mais qui sont passés binationaux? Par exemple, tu vois, Kondogbia, j'ai dit, ça Ouais, passe. ouais, ça Maintenant, il est passe. centrafricain. Non, ouais, non, mais il est Ça passe. français. Ouais. Bah écoute, on va essayer de rester. Ouais, non, on va pas prendre de risque, du coup, je vais te dire Koé. Patrick Vieira. Yuri Djorkaeff. Antoine, Yann Caramo. Pas mal celui-ci. Lucien Goumet. Laurent Blanc, je l'ai dit ou pas? non, tu peux. Ah, P5. Ah, ça devient technique là. Il y en a encore plein, mais il faut pas se tromper. Français. Attends, il a dit Lolo White. Il reste encore des internationaux. Hein. Ah oui, non, mais il doit y en avoir des tout bêtes. Hein. Il doit y en avoir des tout bêtes. Yann Mvila. Antoine, Voilà, je commence à être à court. Ouais, moi aussi là. Mais encore une fois, c'est le fait d'être dans le quiz, alors que je suis sûr qu'en dehors, on en trouverait d'autres. Dacour. P5. Ouais, mais là, du coup, j'en ai un, mais je sais pas si ça a marché. Je sais pas si ça a marché, il faut que j'en trouve un autre, sinon je sais pas. Par rapport à la binationalité. Ouais. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr s'il avait déjà choisi ça à l'époque. Bon, je vais essayer de t'en trouver un autre, mais putain, il y en a tellement que. Je vais pas en avoir là. Faut alors, enfin, parce qu'il y a un tempo, tu vois. Donc je pense que je vais essayer. Je vais tenter. Mais je suis pas sûr du tout. Après, je précise, ils ont pas été obligatoirement internationaux. Ils n'ont pas automatiquement joué en équipe de France A. Oui, oui, mais Donc, là, le gars auquel je pense, je sais même pas s'il était double nationalité, tu vois. Je sais même pas si. Après, je peux tenter, tu vois, pour le truc, mais bah, si je vais tenter, sinon je vais prendre 100 ans. Celui auquel je pense, c'est Safir Taider. là, il était international algérien. Ouais, mais je sais pas s'il était français. Enfin, Ouais. si il était double nationalité, Il est né en France. je crois. Je Au moment de vérifie. la VAR, faut Oh, regarder sur Google. Non, ouais, je je regarde, mais de vérifie. S'il est né en France, on peut continuer. toute façon, C'est tu bon. retrouves ça. France moins de 18, moins de 19, moins de 20. Ouais. Putain, ah, C'est celle-ci, propre. oh là là. Il y en a encore des. Des classiques, ouais, mais il faut que ça vienne. Je réfléchis. Hein. Je pense qu'on peut trouver. Je peux trouver. Laurent Blanc, du coup, on l'a dit. Blanc, tu l'as dit. Je suis plus sûr de son nom exactement. Dalma. Ouais. Oh, bien vu. Bah oui, forcément. Bah écoute, j'ai eu le temps d'en trouver un, moi. En attendant, Sébastien Frey. Ouais, ça, celui-là, c'est simple à trouver. Ouais. Là, par contre, ça commence à être compliqué. Il reste deux internationaux A. Il reste un joueur né dans les années, un joueur qui a joué dans les années 50. Ouais. Benoît Coé, on l'a dit. Ah ouais, il a été dit. Et il reste un qui a joué dans les années 2000, mais je ne pense pas qu'il a joué en équipe internationale A. Un peu dans le cas de Dalmat, qui n'a pas été international chez les A. Ça devient dur, là.
Bréchet, non? Ouais, Bréchet, c'est bien. Bonne banque. Oh putain, oh il va me le chercher celui-ci. Alors, je rectifie. Bréchet Ah. a bien été international A à 3 reprises. Donc c'est lui que j'avais dit qu'il était. Il en reste encore. Il en reste. Hein, Le pire, c'est qu'il en reste 2 et ils sont liés à 2. Ils sont arrivés en même temps. Il y en a même un qui doit être consultant, peut-être pas chez BI, mais Là, je pense pas que ça va sortir. ils sont arrivés en même temps les deux, la même saison. Et ça a même été à l'époque un problème, leur recrutement à l'Inter. On va voir. Enfin, si, j'en ai peut-être, mais je pense pas que ça passe, quoi. Je crois savoir. Oh non, là, je sais pas les deux. Bon, allez, je vais pas prendre 23 ans non plus, Fédé, hein, on va essayer un truc. Encore une fois, hein, on tente la bouée de sauvetage, on va tenter la binationalité d'Assad Nyokouri, mais sans trop de succès, sans trop d'attente. Pinokuri, Kouri, ouais. ouais. Lui, il est pas dans la liste, mais J'essaie la double nationalité, mais là, ça m'étonnerait grandement. bah, écoute, Grandement, vraiment, je l'attends il, au faux. il est né en Côte d'Ivoire, C'est mort. mais il a jamais. Ouais, il est Côte d'Ivoire olympique. Donc, J'avais pas fait ça. c'est toi qui as commencé. Ouais, c'est moi qui ai commencé, donc Antoine doit Donc, finir. Antoine doit finir. Donc, Ah ce ouais. petit. Ah ouais. C'était quoi le truc que tu avais dit? Ils sont arrivés en même temps? Ils sont arrivés en même temps. Ils ont joué une saison, la même saison tous les deux, et ça avait même été à Si, l'époque si moi aussi je trouve pas. Alors on repart. bah, je jette une pièce et Oh, putain, c'est cruel. non, Bon. si t'arrives non, si t'en trouves pas, ben C'était dans avant la 2000. Oh putain, j'en ai un. Oh, je crois que j'en ai un, bordel. C'est pas possible. Français. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Dabo? ouais, bien. Bien vu, Antoine. Bien vu. Moi, je pensais à Sabri Lamouchi. Ah, il y avait lui aussi. Donc du coup, bah, Antoine il a gagné. Ouais. C'est sûr qu'Antoine a gagné. Ouais. Bien joué, chef. Et il manquait alors du coup Dabo et Sylvestre parce qu'ils étaient arrivés le même été. Et comme ils étaient pas encore majeurs, ils avaient 17 ans, on avait dû payer, il y avait eu un problème avec Rennes, parce que je crois que tous les deux venaient de Rennes. Et donc, du coup, ouais, il y avait ça encore Sabri Lamouchi et Michael Sylvestre. Ah, c'était quand même. Ah, au début, je voulais vous faire les Argentins, mais je me suis dit, on va y passer la nuit, parce qu'il y en a Ouais. tellement. Ah, les Argentins, il y en a beaucoup. Surtout qu'on les a déjà fait, je crois. Je les avais déjà fait, moi, je Non, crois. on avait fait les Allemands, non? J'ai fait les Argentins, je crois, dans le Les grand Croates? quiz. J'ai fait les Argentins dans le grand quiz, je crois. Mais enfin, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours aussi mauvais au quiz. Ça bouge pas. Ça bouge Ça, c'est pas. joué à rien sur ça. Si tu gagnais la mort subite, tu passais devant. Là. Ouais, mais bon, finalement, le score veut dire ce qu'il est. Hein. Il y a combien? Il y a 4-1? 4-2? 4-2. Ouais, 4-2. Non, c'est un kiff. Bien joué en tout cas. Ouais, bien joué à toi. Bon, Antoine, il nous avait quand même dit que 89, il a gagné sur un coup de bol, quoi. Ah, il aurait pas dû, Ah. honnêtement, t'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû le dire. T'aurais dû rester confiant, rester serein, te dire j'ai géré. Comme ça que ça marche. Mais voilà. Je Bon, me bah, suis moi, souvenu de la première 88. Je m'étais dit, allez, on va tenter dans les alentours. à un moment, je voulais vous poser la question, dans combien de pays s'est déroulée la Super Coupe d'Italie? 3. Et je crois qu'il y en a une aux USA une fois. Il y en a aux USA, Arabie Saoudite, Qatar, Italie, Libye, Ah ouais, d'accord, non, je l'aurais pas eu. et même en Chine, je crois. Ouais, en Chine, je l'ai dit. Écoute, vive la mondialisation. Ah, Ouais, donc bah, t'as 5 pays différents, quoi.
Sinon, il y avait dans les stades où ça s'était passé, c'était pas mal aussi. Il y avait quand même. Vous auriez dû me trouver le stade de Tripoli. Ah bah, les stades du Qatar, d'Arabie Saoudite, Ah on ouais, aurait plus de mal. ça De devait Chine être aussi. compliqué quand même. Mais non, c'était quand même. La mort subite. C'est quand même. Ouais, c'est. Moi, je pense que quand on est hors du quiz, on a beaucoup plus de noms qui nous viennent Bien direct. sûr, mais pas le stress, mais c'est l'adrénaline du quiz qui te fait dire. Bah, c'est ça. là, déjà, de pas envie de ressortir comment dire. Après, moi, je vous dis clairement un truc comme ça. Quand j'ai un joueur bien sûr que personne il va le sortir, je le garde en réserve. Ouais, faut toujours dire en premier les plus. Elle est plus facile parce que comme C'est ça, ce au qu'on a moins. fait en fait, hein, qu'on s'est mis à dire les Pavard, Thuram en premier. Bon, ben voilà, messieurs. Ce petit focus, le focus de la semaine est fini. Merci de votre participation. Bravo Merci à Antoine, toi, pour Fédé, ouais. ta victoire au quiz. Donc du coup, Merci. Karim, il va tenir. Je crois qu'au niveau de la race, tu avais déjà une victoire pour P5. Ouais, je crois contre Alban, j'avais gagné. Ouais, donc je pense que ça fait qu'il reste Walid, moi et Zaïd qui vont toujours être à 2 victoires. Donc Antoine, vous savez les messieurs ce qu'il vous reste à faire pour nous rattraper. Oh, le prétentieux. On va d'accord. essayer, Ah ouais, d'accord, mais ça joue comme ça. Ah ouais, d'accord. Là, j'avoue, le quiz, il était quand même corsé. Le Di Marco, c'était la question Ouais. quand même la plus simple. là, Qui a ça s'est joué au répondu, speed, hein. bizarrement. Bizarre. Ça s'est joué à la Bizarre. vitesse, le Di Marco. Bizarre. Enfin bref. Bon, alors, n'oubliez pas toujours de vous abonner à YouTube, à Spotify, de mettre les 5 étoiles pour voir enfin Karim sur un quiz. Messieurs, je vous remercie. En vous souhaitant de se retrouver bientôt. Bon, Et très puis, bien. on se dit à la prochaine. Ciao tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!